Le gars, il a couru 12 km par match. Super. Il ne manquerait plus qu'il ne court pas. Je lui file 50 000 € par mois. Et il ne court pas. Vous rigolez ou quoi? C'est une blague. Aujourd'hui, c'est une qualité de courir. Ouais. Non, c'est pas possible. Non, oui. C'est pas possible qu'on me dise sa qualité première, il court. Non. C'est bien, il court, c'est bien. Mais c'est, Heureusement. pour jouer au football, c'est pas la qualité première, c'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Addict au foot. Aujourd'hui, on est reçu par un invité qui n'est pas des moindres. Ce coup-ci, on va changer, on va pas faire un footballeur, mais si, tiens, on va faire un footballeur et qui est devenu même entraîneur. Monsieur Thierry Lauré, bienvenue parmi nous. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Très bien, très très bien. Merci ici de nous recevoir ici, chez vous à Montpellier. Oui. Ouais, il fait chaud aujourd'hui. Très. Ah, on a quand même un peu subi la chaleur. Thierry, je voulais déjà dans un premier temps que vous vous présentiez. Alors, j'ai 62 ans aujourd'hui, donc pour les plus jeunes, c'est vrai que ça parle peut-être un peu moins. Ouais. J'ai été joueur pendant 16 ans, et puis ensuite j'ai embrassé une carrière d'entraîneur dans différents clubs. J'ai fait un peu mon tour du compagnonnage. Voilà, j'ai appris dans chaque club où je suis passé, que ce soit comme joueur, que ce soit comme entraîneur. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis sur Montpellier. J'attends une éventuelle proposition qui viendra ou qui ne viendra pas, mais j'aimerais pouvoir replonger dans ce métier qui me passionne. Ok. Comme vous venez de le dire, du coup, carrière n'est pas finie. Non, j'ai l'âge de la retraite, Ouais. mais je cherche. C'est un métier de passion. Ok. Donc, je sais que ce sera compliqué, mais moi, si je devais entrer jusqu'à 70 ans, j'entrerai jusqu'à 70 ans. Pourquoi pas, bien évidemment. Il y a vraiment des choses, je pense qu'il y a toujours des choses à apporter, alors peut-être pas comme entraîneur, peut-être un rôle un peu plus obscur, Ok. mais dans l'organisation ou dans une direction sportive ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que quand on a une carrière qui est derrière nous, on peut la faire partager aussi aux plus jeunes et essayer de faire avancer certains projets. L'objectif effectivement de ce podcast, c'est d'expliquer un peu à nos abonnés et la jeune génération qu'on peut faire plein de choses dans le football et que. Oui, il n'y a pas que footballeur ou entraîneur. Exactement. Mais déjà, on va commencer par votre carrière de footballeur, Thierry. Vous êtes formé. En fait, je suis originaire de Troyes. Voilà. J'ai fait mes études à Troyes. Je suis passé par la section sport-études de Troyes à l'époque. Ok. Et puis, j'ai joué dans un petit club de l'Aube qui était dans le même groupe que dans le groupe Nord, en fait. Oui. Et donc, on a rencontré Lille, Lens, Valenciennes. Et Valenciennes m'a repéré. Et M. Morneau, à l'époque, un prof d'anglais qui recrutait pour Valenciennes, m'a appelé et m'a fait venir à Valenciennes. Premier match en pro? Alors, contre Libourne, un dimanche après-midi. C'était pas le plus grand match de notre vie, mais j'avais quoi? J'avais 18 ans, je pense. Oui, 18 ans. Et pour moi, c'était le Real Madrid en face. Voilà. Donc, et on avait fait un partout. C'était une période un peu difficile pour Valenciennes parce qu'il y avait eu un dépôt de bilan. Okay. Donc on avait fini la saison, mais il y a beaucoup de joueurs qui avaient dû partir, dont Francis Gillot par exemple, qui a fait une grande carrière d'entraîneur par la suite, qui était parti à Lens. L'entraîneur avait été mis de côté aussi, donc c'était une saison un peu particulière. Et donc le club avait dû lancer des jeunes, et c'est la chance que j'ai eue en fait. Voilà. Donc après il faut la saisir. Et vous l'avez bien saisi parce que derrière ça s'enchaîne? Ouais, alors je suis resté 5 ans à Valenciennes. Donc, et puis, à un moment donné, à Valenciennes, il fallait vendre un joueur pour assurer le budget de l'année d'après. Donc, il y a eu Jean-Luc Socal qui est parti. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais il est parti à Monaco. À l'époque, c'était le capitaine de Valenciennes. C'était un défenseur axial avec qui je jouais. Quelqu'un de très sympa. Parce qu'on rappelle, vous êtes défenseur central. Oui, enfin, à cette époque-là, je jouais défenseur central. Par la suite, j'ai évolué un peu. Et après, il y a eu Jean-Pierre Papin, avec qui j'ai joué 1 an à Valenciennes. Okay. Qui a quitté Valenciennes pour aller à Bruges. Oui. Voilà. Et puis l'année d'après, c'est tombé sur Bibi.
Donc j'ai eu plusieurs contacts avec différents clubs, dont Bruges par exemple. Et puis un jour, il y a un contact avec Marseille, parce que Bernard Tapie, en avril, vient de reprendre l'OM. Et il est intéressé par mon profil. Donc Voilà. on parle de ça, on est dans les années 87, 88. 86. Ouais, 86. 86. Ok. Et donc je me retrouve avenue de Friedland, dans les bureaux de Bernard Tapie à Paris, emmené par un agent. C'était un peu. Je serais allé à Disney, c'était un peu pareil, quoi. Je veux dire, c'est assez bizarre. Donc, et puis du Bernard Tapie. Tout craché? Cash, quoi, voilà, Ouais. genre normal, quoi. Je rentre dans le bureau, je suis un joueur de Ligue 2, je sors du bureau, je me dis, je vais gagner la Champions League demain, quoi. Voilà. Il vous a vendu un projet? Ah ouais, c'est un truc de fou, quoi, un truc de fou. J'avais le bonjour de un tel que je connaissais pas. Ouais, tiens, lui, il te passe le bonjour. Et moi, je me disais, mais je le connais pas, lui. Enfin, des trucs assez fantastiques, hein, attention, Ouais, parce ouais, que c'était à vraiment vivre. positif, positif, positif. Et ça se passe très très bien. Et le soir, je rentre à Valenciennes et je dis, bon, bah voilà, je vais me retrouver à Marseille. Le club s'y retrouvait de Valenciennes, moi je m'y retrouvais. Et donc un jour, j'ai pris ma R5 Alpine Turbo et j'ai traversé. Quand je suis arrivé à Marseille, elle était morte. Ouais. Marseille, ça se passe? Ouais, j'arrive à Marseille, là c'est déjà une grosse découverte. Hein. Et puis le club, pareil, c'est un truc de fou. Moi j'ai vu débuter Mylène Farmer à la fin d'un match de l'OM, sur la pelouse. Incroyable. Voilà. Il y avait des animations avant le match, il y avait des animations à la mi-temps, il y avait des animations après le match. Donc tu montais après dans les salons, Ouais. tu rencontrais les personnes qui étaient là, des chanteurs, des comédiens, des gens du cirque, démonstrations de football américain. C'était les gens, c'était fait pour fluidifier la sortie du stade. Et en fait, les gens partaient à différents moments. Il y en a qui quittaient le stade de suite pour rentrer chez eux, puis il y en a qui profitaient du spectacle. Voilà, et c'était génial, quoi. C'est génial ce que vous dites, coach, parce que c'est quand même une autre époque aujourd'hui. Nous. Là, c'est un peu. On va y revenir tout à l'heure. Alors là, je vais utiliser un mot que j'aime pas le franglais, mais Ouais. c'est un peu l'entertainment à l'américaine. Ouais, ouais. C'était Bernard Tapie avait vu ça, et c'est ce qu'on voit à d'autres niveaux. Oui. Et tu vois ça au football américain pendant le Super Bowl. Mais pas chez nous, en tout cas. Mais Pas en France, mais non, en France, on voyait pas ça, et c'était une surprise. Et ça marchait bien, ça marchait bien. Mais ouais, parce que moi, je suis pas de cette génération-là et j'étais même pas né quand vous avez joué à l'OM. Mais moi, par exemple, ici, je l'ai pas vu. Je pense que les trois quarts de nos téléspectateurs, il n'y a personne qui a vu ça en France. Et là, vous me donnez en fait, vous livrez un passage du football français qui moi, par exemple, je ne connaissais pas. Mais, Disons que, je rappelle, c'est alors que je ne dis pas de bêtises, 3e journée, je pense, ou 4e journée. 4e journée peut-être, ouais. On va jouer au Matra Racing. ouais. Alors là, c'est le match quand même qui est assez lourd parce que c'est Tapie contre Lagardère. Donc c'est deux poids lourds. C'est comme si aujourd'hui, Pinot contre l'autre Pinot. Ok. Lagardère, peu importe, à cette époque-là, c'était vraiment quelqu'un de solide. Ok. Et on est à l'hôtel le jour du match, et à 13h, on est en direct au 13h de TF1. Toute l'équipe. Il était venu, les gars, soyez là à 13h, on fait le début du JT. Du JT. Je sais plus si c'était Mourouzi ou je ne sais qui, et nous on était là derrière. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on fout là? Mais des trucs de fou, quoi. Et le soir, on avait gagné au Matra, donc c'était la folie, tout ça. Les gars, vous pouvez sortir et tout, ouais, c'est bon. Non, c'était des trucs sympas, quoi. C'était un autre football. Voilà, mais c'était un autre football qui laissait présager le football d'aujourd'hui. Parce que c'est quand même. C'est-à-dire disons que c'est à partir de Tapie que le football a changé. Alors, il y a eu une vraie aussi. touche. Il y a eu Larry Bosman aussi après, qui a aussi changé le football. Mais Tapie, en termes d'organisation, c'est le premier qui est arrivé. Lagardère avait déjà donné des salaires assez intéressants à ses joueurs. Ouais. Alors qu'ils étaient en Ligue 2 à l'époque, ils sont montés en Ligue 1. Il avait recruté Luis Fernandez, il avait recruté Maxime Bossis, il avait recruté des tas de joueurs high level. Et Tapie, lui, alors il a enchaîné derrière. Et là, Tapie, il voulait rivaliser avec Bordeaux, qui était l'équipe numéro 1 à l'époque, hein, c'était le club phare, et il s'était donné les moyens, quoi. Il avait pris Michel Hidalgo comme directeur sportif, il avait pris Gérard Banit comme entraîneur. Okay. Il y avait vraiment un staff, ouais. C'était vraiment du lourd, quoi. Voilà. Et donc, ça fonctionnait super bien.
Alors j'ai fait qu'1 an, c'est vrai, hein, j'avais signé 4 ans, je suis resté 1 an, et l'année d'après j'étais prêté à Montpellier. Parce que j'étais jeune, parce que le club, on avait terminé 2e du championnat derrière Bordeaux, et on avait perdu en finale de la Coupe de France contre Bordeaux. Donc ça, il l'avait un peu en travers, et donc il a voulu renouveler un peu l'effectif, et moi il comptait sur moi, mais il m'a fait comprendre que valait mieux que j'aille faire 1 an dans un club qui allait me faire jouer, pour acquérir de l'expérience, et ce serait bon pour moi. Donc, et ça, qui c'est qui vous dit ça? c'est Michel Hidalgo, c'est l'entraîneur, voilà, c'est les gens du sportif. Ok. Voilà. On arrive à Montpellier, du coup. J'arrive à Montpellier, dans un club que je ne connaissais pas, qui venait de monter le Ligue 2 en Ligue 1. Ok. Donc l'entraîneur, c'est Pierre Mosca, Ouais. qui prend l'équipe, et Michel Mézy comme directeur sportif. Donc une équipe qui recrute quand même Albert Rust dans les buts, qui était quand même international A, champion olympique avec l'équipe de France, grosse carrière quand même. Hein. Julio César, qui est ensuite international brésilien. Ouais. Ils avaient déjà fait un gros recrutement pour la Ligue 2. Et ils recrutent aussi Patrick Cuben, qui arrive de Marseille avec moi. Ok. Christian Pérez, qui venait de Nîmes et qui est devenu international après. Donc il y avait pas mal de bons joueurs. Jean-François Larios à l'époque. Et finalement, au début, on gagnait tout à la maison, puis on perdait tout à l'extérieur. Et puis petit à petit, on s'est mis à continuer à gagner à la maison, puis on gagnait un petit peu à l'extérieur. Et à l'arrivée, on finit 3e. Parfait. Donc le club européen, Loulou Nicolin aux Anges, un truc de fou, quoi. Voilà, c'était un truc assez hallucinant, quoi. Parce que si tu étais Monaco, si tu étais Paris, si tu étais des gros clubs, là c'est Montpellier, c'était un club qui avait fait à l'époque, je crois, 1 année en Ligue 1, et ils étaient redescendus de suite avec une des plus mauvaises défenses du championnat. Et tout, donc c'est pas un truc qui était installé. Ouais. Et là, à partir de là, ça s'est installé un peu plus durablement, quoi. Donc moi, comme j'étais prêté, je devais repartir à Marseille. Puis finalement, Marseille, il y a eu pas mal de trucs encore un peu en interne. Et j'ai été échangé avec Franck Sauzet, qui est à Sochaux et qui est venu à Marseille. Et moi, je suis parti à Sochaux. C'est ça. Voilà. Sochaux. Et je pense que c'est à Sochaux pendant 2 ans, enfin pendant 1 an et demi sur les 2 ans que j'ai passé là-bas, où j'ai joué le plus beau football. Quand j'ai joué le plus beau football, l'équipe a joué le plus beau football. Voilà, c'est-à-dire, on avait des joueurs qui étaient des jeunes joueurs, qui sortaient pour la plupart du centre de formation, ok. qui étaient dans un moule, avec un entraîneur, Sylvester Takak, qui alliait la rigueur et la connaissance, voilà, et qui avait une façon de nous faire jouer qui est, de toute façon, on donnait pas mal sur le terrain, il faut être honnête, mais il y avait une qualité de jeu, franchement, c'était génial. Et coach, quand vous dites une qualité de jeu, c'est tactiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, maintenant en tant que coach, une façon de jouer, un beau football? Il faut que ce soit efficace, et nous, c'était efficace. Parce que malgré le fait qu'à l'époque, il y avait des grosses équipes en France, il y avait Marseille, Ouais. il y avait Bordeaux, il y avait Auxerre. Parce que Auxerre, à l'époque, c'était une équipe qui était européenne tous les ans. Il y avait Monaco. Et nous, on arrivait, une équipe de... Parce que attention, j'arrive à Sochaux, mais le club montait le Ligue 2 en Ligue 1. C'est l'année où ils perdent en finale de Coupe de France contre Metz au tir au but. Un club de Ligue 2 qui va en finale de Coupe de France. Donc, il y avait de la qualité quand même. Et quand j'arrive, il y a une équipe qui est bien installée. Le seul joueur qui part, c'est Franck Sauzet. Et le seul qui vient, c'est moi, parce que je viens le remplacer. Ok. Parce qu'en fait, l'entraîneur de Sochaux, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime pour lui quand même, c'est Sylvester Takak, dit dans les négociations à son directeur sportif, Silvio Crossi, c'est simple, j'accepte que Franck Sauzet s'en aille, il n'y a pas de problème. C'est sa volonté, il veut aller à Marseille, il veut franchir un palier, tout ça. Par contre, le joueur qui vient, c'est Thierry Lauré. Il dit non, mais il dit on va... Non. C'est Thierry Lauré. Si c'est pas Thierry Lauré, Franck Sauzet, il reste là. Et comme il avait du poids, ça s'est passé comme ça. On va y revenir après sur... Donc Marseille a dû négocier aussi pour moi, de façon à ce que je parte pour que Franck Sauzet puisse venir. Okay. Et ça a souri à tout le monde, puisque Franck il a explosé derrière à Marseille, et moi à Sochaux, ça s'est très très bien passé aussi, donc tout le monde était gagnant. Saint-Étienne? Non, avant. Paris avant. Paris.
Paris Saint-Germain, je effectivement. fais 2 ans à Sochaux et puis j'arrive en fin de contrat parce que j'ai une clause en fait qui n'est pas très élevée, donc je peux. Il y a beaucoup de clubs qui me contactent et Paris c'est un peu un rêve quand même quoi. Donc tu te dis tiens ça vaut le coup. Je devais venir à Montpellier. Louis Nicolin m'appelle et me dit, je lui dis président, je veux dire la vérité, j'ai Paris. Ah, il dit Paris ça se refuse pas. Il me dit. Allez, clairement. Ah ouais, il me dit t'as raison. Il me dit c'est pas grave. Il dit on aura le temps de se revoir plus tard. Je vais à Paris et c'était Henri Michel qui était entraîneur, il venait d'arriver. Et ça ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu, quoi. Déjà parce que Dans quel sens? Ben en fait, pareil, il y a eu 3 joueurs de recrutés seulement. Ouais. C'est une équipe qui est un peu vieillissante. Ok. Et ça accroche pas d'entrée. Et je suis titulaire pourtant sur les premiers matchs. Et on vient à Montpellier, on prend 4-0. Et le seul qui vire de l'équipe, c'est moi. Alors que, bon, franchement, aujourd'hui, je peux en parler. Hein. Je n'ai pas été plus mauvais que les autres. Tout le monde avait été en dessous, on avait pris 4-0. Ben voilà, ça peut arriver. Quoi. Ouais. Mais c'était Paris. Donc Paris, il y a des influences, il y a des trucs comme ça. Quoi. Et le mec qui arrive comme ça et qui. Voilà, bon, bah, pourtant, j'étais international et tout ça à l'époque. Donc je pensais avoir un poids quand même. Au bout de 2-3 matchs, bon, tu n'es pas obligé de couper la tête aux gens. Quoi, donc je me suis sur le côté, mais malgré tout, on me sort, mais je rejoue quand même, tout ça. Ouais, 8 matchs de championnat. Mais je sens, voilà, 8 matchs, sur les 12 journées, je crois que je joue 8 matchs, un truc comme ça. C'est ça. Une fois, je vais jouer avec la réserve, ça se passe très très bien, même quand je suis parti de Paris en octobre, je pense, je suis parti, l'entraîneur de la réserve m'a appelé pour me dire qu'il me remerciait du comportement que j'avais eu, tout ça, donc il n'y avait pas de souci, mais je sentais pas le truc, c'était une erreur en fait. C'est tout, c'est comme ça arrive de temps en temps, ça colle pas comme il faut. Et Saint-Etienne, qui m'avait contacté à l'intersaison, eux, ils ont fait un début de championnat qui est catastrophique et ils sont derniers au classement. Et ils m'appellent. Et je dis à ma femme, on avait acheté une maison à côté de Paris, dans la région parisienne. Et je lui dis, écoute, je m'en vais. Elle me dit quoi? Je dis, bah, je m'en vais. Elle me dit, la maison. Bah, je dis, t'annules tout. Voilà. Et donc, on est parti à Saint-Etienne. On a annulé la maison, tout ça, et on est parti à Saint-Etienne. Et à Saint-Etienne, ça s'est super bien passé. Okay. La fin de saison. Ouais. Et puis, avec un entraîneur qui attaque la saison suivante. Et une semaine avant la reprise du championnat, je fais les matchs amicaux et tout, ça se passe bien. Voilà, c'était dans la lignée de ce que j'avais fait de ce que l'équipe avait fait. Il y avait une super ambiance dans l'équipe, franchement, on s'entendait super bien. Et on fait signer un joueur à mon poste. Je dis, tiens, bon, c'est pas grave, après, le club a le droit de faire ça. Hein. Ils veulent doubler peut-être ou... Et le premier match, on reçoit Toulon, je crois, on gagne, j'étais remplaçant et je rentre pas. Je dis rien. Deuxième match, on va à Caen, on perd et je rentre pas toujours. Je dis là, je vais voir le président et je lui dis, il y a un problème, on gagne, je rentre pas, on perd, je rentre pas. Qu'est-ce qu'il faut? Faut faire match nul pour que je puisse rentrer ou quoi? Peut-être, ouais. Et donc, en fait, bah voilà. Non, mais si c'est pour pas me faire rentrer, prends un jeune. Tu prends un jeune, tu le mets sur le banc, et puis voilà. Oui. Tu me donneras. Moi, mais tu me dis carrément, bah écoute, je compte pas sur toi, c'est pas la question. Et donc là, pareil, Montpellier a fait 2 matchs, ils ont pris une bonne secousse contre Monaco chez eux, ils vont à Cannes, ils perdent, et le lendemain, on m'appelle pour me dire... est-ce que ça t'intéresse? Et je dis, bon allez hop, 4 ans, et je débarque. Montpellier, vous arrivez, puis vous allez rester à Montpellier. Bah, disons que Montpellier, l'avantage, c'est que je connaissais. Je connaissais les dirigeants, je connaissais l'environnement, je connaissais pas mal de choses. Les joueurs avaient changé, mais j'étais dans un terrain connu, quoi. Et une bonne entente avec l'ancien président, hein, son âme, qui est Nicolas. Ouais. Quand j'étais joueur, oui. Pardon. Quand j'étais joueur, oui. Après, quand tu es entraîneur, c'est un peu différent. Il y a un petit changement. Ça peut monter un peu dans les tours, quelquefois, voilà. Okay. Mais non, sinon, très très bien. Non, rien à dire. Mais surtout, moi, ce qui me plaisait chez lui, c'est que c'était un homme de parole. Par exemple, on va prendre un exemple. Ça, c'est son bureau, ou c'est le vestiaire du stade. Thierry, viens, on va discuter. On rentrait, il fermait la porte. 2 minutes après, on se serrait la main, on sortait, et tout ce qui avait été dit... Ça restait dans le bureau. Non. Et c'était surtout... Tu vas voir le directeur sportif, tu vas voir le directeur financier, c'est acté. Voilà. Il n'y avait pas besoin de signer des papiers, des trucs comme ça ou quoi que ce soit. Tout est. Voilà. Ok. Il tenait tous ses engagements. Non, rien à dire. Top niveau.
Après, voilà, un peu colérique par moment, un peu. Une voilà. anecdote sur Nicolas Oui, ça, Il y en a- un, il va en un avoir. jour, on perd, on joue le dimanche après-midi, on perd contre Lyon. Ouais. Voilà, le match contre Lyon, il ne fallait pas le perdre, parce que lui, il est lyonnais. Donc forcément, ça ne pouvait pas passer. Dès qu'il y avait le match contre Lyon et Nîmes, il ne fallait pas perdre. Alors, on a plus souvent joué Lyon que Nîmes, malheureusement. Et on perd. Demain matin, 8h à Castelnau, au siège de la société de poubelles. Ok. 7h30, tout le monde était là. Il y en a un, il arrive à 8h01. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, excusez-moi, non. Tu sais quoi? Dégage. Allez, dégage. Alors toi, tu es autour de la table, tu te dis, waouh, on va se tenir à carreau parce que ça va peut-être partir en live à un moment donné. Et il nous a démonté. Et puis après, c'est reparti. Et le week-end d'après, on a gagné, je pense. Je ne sais plus, on a gagné. Enfin, on a fait un bon résultat. Et il nous prenait dans ses bras et tout ça, voilà. Mais par contre, quand tu arrives au siège là-bas et que tu te dis, waouh, ça va chauffer, quoi. Il est pas là, en tout cas pas là pour rigoler, c'est un bon président. Oui, parce qu'il était à 100% dans le truc. C'est comme lui qui assurait. Il allait à la DNCG, il n'avait pas de problème. Hein. Parce que lui, il disait à la fin de l'année, voilà, 6 fois, je mets. Voilà. Donc tu dois respecter ça. Tu dois respecter ça. Où que ce soit, tu dois respecter ça. La personne qui paye, il faut la respecter. C'est pas possible. Coach Montpellier, ben, vous y jouez et puis vous prenez votre retraite de joueur là-bas. Oui, 98. Hein. 98. La France était championne du monde, je me suis dit, ça y est, j'arrête. C'est ce que j'allais vous dire. En plus, vous étiez international, effectivement. Et Jacques ne m'appellera plus, de toute façon, donc c'est pas la peine. Vous aviez fait une sélection Oui, alors j'ai été appelé 2 fois et j'ai joué qu'une fois. contre l'Écosse. L'Écosse, ouais. Alors, par contre, ça, c'est un souvenir merveilleux quand même. Eh ben, on va en parler. Voilà, parce que c'est des moments où. Alors, à la base, j'étais pris dans le groupe et je ne devais pas jouer. Et puis, Jean Tigana s'est blessé. Et donc, Michel Platini, qui était le sélectionneur à l'époque, avec Gérard Rouillet, quand même, ça parle un peu aux gens, peut-être, là. Oui, quand même, ça va. Qui était adjoint. Et ils me disent, bah voilà, tu vas débuter. Waouh, allons-y. Moi, j'étais en. Alors, je pense que j'étais en meilleure forme l'année d'avant, à Sochaux. Et la deuxième année à Sochaux, je commençais un peu à avoir. Je tirais un peu la langue par moment. Ouais. Et je suis prêt à ce moment-là. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais quoi qu'il en soit, tu es en équipe de France, tu as envie de tout donner. Quoi, voilà. Et puis malheureusement, ça ne s'est pas forcément bien passé. On perd 2-0 avec 2 buts de Mo Johnson, qui était l'avant-centre de Nantes à l'époque. Okay. Donc un très très bon joueur. Première Marseillaise. Ouais, alors elle était marrante cette Marseillaise parce qu'en fait. On était tous alignés, comme, bien entendu, devant les bancs. Et je lève la tête à un moment donné et je vois Alain Giresse, qui était consultant, et qui me faisait des grands signes et tout ça. J'avais joué avec lui à Marseille, okay. Voilà, donc qui m'avait pris un peu sous sa coupe à Marseille. Et donc c'était le moment sympa. Ça m'a aidé un peu à dire, bon, bah, ouais, c'est bon, si lui il est là, il me regarde, bon, ça va. Parce qu'il y a forcément une certaine pression. Oui, tout à fait, bien sûr. Bah, alors que vous êtes joueur maintenant expérimenté. C'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde quand même. Hein. C'était pour la Coupe du Monde 90 en Italie. Et on perd. Et le match d'après, on reçoit la Yougoslavie, puisqu'à l'époque c'était encore la Yougoslavie. On fait match nul chez nous et là on est éliminé pour la Coupe du Monde. Voilà, donc on ne va pas en Coupe du Monde 90. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sympathique, mais qui ne va pas révolutionner le milieu du football. C'est que ce match-là, je suis sur le banc avec Didier Deschamps, et c'est Didier Deschamps, c'est sa première sélection en équipe de France. Ah Comme joueur. 90. 1990. Non, 89, pardon, j'ai des bêtises, 89. Okay. Parce que c'est la Coupe du Monde 90, mais 89. Donc voilà, j'ai au moins assisté de visu au début de Didier Deschamps dans le football international. Il m'a plus attendu après. Hein, donc, Non, mais non, parce que après, effectivement, Didier Deschamps devient. Carrière monstrueuse. Voilà. Montpellier, comme j'ai dit, vous y prenez votre retraite et vous commencez un autre métier. Ça vient. Allez, ma question, elle va être simple. C'est venu naturellement. Alors, en fait, quand j'ai signé à Montpellier, je signe 4 ans la première fois, quand je vous dis. Ouais. Je prolonge 3 ans. Mais quand je prolonge, je négocie une reconversion au club. Ok. Avec le président. D'accord. Il me dit ok, il n'y a pas de problème. Après, le seul souci, c'est que quand tu négocies la reconversion, tu ne sais pas forcément où ça va être, si ça va être au centre de formation. Et là, en fait, au moment où je prends ma retraite,
il y a Jean-Louis Gasset qui est entraîneur adjoint, qui prend l'équipe première. Et moi, je deviens adjoint de Jean-Louis Gasset. Génial. Donc, avec Justin Printemps, qui était entraîneur des gardiens, mais qui officiellement était aussi un entraîneur adjoint, puisqu'il faisait partie du package aussi. Ok. Et donc, en fait, ça se passe très bien. D'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote, puisque vous en êtes friand. Je ne sais plus quelle journée, pareil, c'était début de saison, ça doit être 4-5e journée, Marseille-Montpellier, 5-4. Eh ben, on va y revenir sur ce fameux match. Voilà. Alors, j'étais sur le banc, et la première mi-temps, elle était surréaliste. On ne savait pas, on menait 4-0. Chaque fois qu'on attaquait, on avait des occasions. Eux, ils s'embourbaient dans notre défense, on contrait but. Mi-temps 4-0. Je me rappelle de Xavier Gravelaine, qui était parti un peu fâché de l'Olympique de Marseille. Il était arrivé à Montpellier. Et à la mi-temps, il dit, voilà les gars, on tient le premier quart d'heure, mais vraiment, je dois vous dire une chose, merci pour le cadeau que vous me faites par rapport à l'Olympique de Marseille et tout ça. Voilà, 4-0 à la mi-temps, c'était bien. À l'heure de jeu, 4-0. Comme on avait dit, le premier quart d'heure, On tient. Sauf qu'on a oublié un petit truc, c'est que sur le banc, il y avait du Gary, il y avait Titi Camara, enfin les noms après, je ne sais plus parce qu'en fait ils étaient dans l'effectif, donc je ne sais plus lesquels sont rentrés et lesquels sont sortis. Il y avait Ravanelli, il y avait Florian Maurice, il y avait Daniel Bravo, il y avait, enfin bon, et c'était... Mais coach, c'est génial ce que vous dites parce d'ailleurs, on a vu Laurent Robert, on l'a eu sur notre émission. Il était là, ouais. Et il nous a parlé, mais là, vous parlez, vous, en tant que coach adjoint. Ouais. Du coup, lui était joueur. Ouais, tout à fait. Et donc, on lui pose la question, et c'est ce qu'il dit, c'est exactement le ressenti, c'est qu'en fait, il dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. 62e but. À la mi-temps, il y a des gens qui quittent le stade. Hein. Oui, c'est... Moi, on revient 2 secondes sur la phrase de Nicolas avec Courbis. À Courbis. Ouais. Alors, ils sortent du vestiaire, on arrive sur le terrain, et Courbis, il tape dans le dos, il dit de toute façon, on va gagner 5-4. Et bien sûr, le loup, il dit attends, si on perd 5-4, je me fais. Voilà. Et à la fin, 5-4. Un truc de fou. Il vous a donné rendez-vous au siège après ou pas? Non, parce que là. Non, parce que là, c'était contre une équipe qui. Il y avait que Marseille qui pouvait nous renverser. Okay. Avec Marseille, on avait fait un bon match. Sauf qu'à la fin, c'est vrai qu'on était un peu fatigués, mais donc j'explique qu'à la mi-temps, le stade se vidait. Ouais. Et les gens ne sont même pas rentrés chez eux, ils sont restés dehors. Et quand il y a eu 62e, 64e, 2 buts, ils sont tous revenus. Et là, le stade en fusion. Et là on sortait jamais des 16 mètres. On engageait, on perdait le ballon, hop, on était dans nos 16 mètres. Et là, bien sûr, quand tu as des joueurs comme ça... Incroyable. Et tout le monde a perdu, on a tous perdu pied, mais le staff compris, on a perdu pied. Et 92e, 93e, penalty pour eux. Et Laurent Blanc, il marque. Et là 5-4. Nous, on se dit, je crois qu'il marque à la 87, 86, 87 peut-être, je ne sais plus. Bon, 4-4, on dit, oh, c'est dommage de mener 4-0, mais si on prend un point à Marseille, si on nous avait dit avant le match, vous allez prendre un point à Marseille, on était contents. Et non. Et c'est le match de légende qui aujourd'hui c'est le match est compté par tout le monde. Et donc toi, tu es sur le banc. Alors à Marseille, il faut savoir que les staffs étaient dans une fosse avant. Et donc, tu avais presque l'impression que tu étais largement au-dessus. Et puis plus les buts, 4-1, 4-2, 4-3, 4... Et là, tu t'enfonces petit à petit. Et là, 5-4, ça te tue, quoi. Ça te tue. Mais par contre, je tiens à signaler quand même que le match d'après, c'est un match qui aurait pu tuer n'importe quelle équipe. Hein. Ouais. Et on a battu Rennes quand même, et on s'est relancé. On a fini 7e ou 8e, je crois, en championnat, et on a participé à l'Intertoto. Donc, l'Intertoto, c'est pas la Champions League, bien entendu, mais je veux dire, pour une équipe qui était une équipe du milieu de tableau, ouais, et qui s'était fait renverser comme ça, on a quand même tenu le choc, et il y avait vraiment des choses intéressantes quand même. Quoi. Et donc, après, vous êtes entraîneur à Montpellier, du coup, adjoint. Le premier club que vous prenez en tant que coach, le FC 7. Ouais. Alors, je quitte Montpellier en 2006. Le jour où j'apprends que j'ai mon diplôme d'entraîneur professionnel, ouais, j'apprends aussi que je ne suis pas conservé par Montpellier. Alors, j'étais en fin de contrat. Okay.
Et en fait, c'est des choses qui se passent aussi en ce moment. Cette année, ça s'est passé aussi à Montpellier, par exemple. Quand tu veux dégraisser un peu, malheureusement, c'est surtout, c'est pas forcément une obligation, mais c'est surtout les gens qui sont en fin de contrat, qui sont dans la ligne de mire. Okay. Donc moi et Michel Derzakarian, on quitte le club, puisque à l'époque, Jean-François Domergue a prolongé. Il était en fin de contrat et lui, on l'a prolongé. Donc je quitte le club et je reste un an sans club. Voilà. Et puis, je trouve le FC 7. Ça se passe, les négociations se passent bien. Je sais que le président est un peu volcanique à son niveau. Okay. C'est quelqu'un d'un peu sanguin. Ça se passe très très bien. Ça va avec Louis Nicolin. Oui, tout à fait. Vous avez l'habitude. C'est le Sud un peu par moment. Voilà. Ça peut être un peu comme ça, voilà. Donc, mais ça se passe bien. On est même mi-février, je pense, on est en tête du championnat national, okay. Enfin de la Ligue 3 actuelle. Ça se fait vraiment bien. Et au 1er avril, on est encore dans la bataille avec Tours, avec Vannes, avec Cannes, avec tous ces clubs-là, donc des bons clubs hein, quand même. 7 était redescendu de Ligue 2 hein, quand même l'année d'avant. Et finalement, le 1er avril, on n'est pas payé. Et on nous dit, vous ne serez pas payé jusqu'au 30 juin. Parce qu'on n'a plus d'argent. Okay. Et là, ça te met un petit coup derrière la tête. Les joueurs, pour les faire avancer après, c'est plus la même histoire. Il y a des bons gars, mais ils ont surtout envie de trouver un projet pour l'année d'après, parce qu'ils savent que ce ne sera pas à 7. Quoi. Et donc, résultat des courses, ça se finit moyennement. Ça se finit pas mal, mais ça se finit moyennement. On doit terminer pareil, 6, 7e, un truc comme ça. Et donc, c'est toujours embêtant. Mais il y a eu du bon boulot et il y a des clubs qui me contactent quand même. Et j'ai le choix entre Niort, qui à l'époque est en national, et Amiens, qui est en Ligue 2. Et ça se passe bien avec les deux. Et finalement, je choisis Amiens. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais été plus tranquille à Niort qu'à Amiens. Mais j'avais envie de monter d'un cran quand même, quoi. J'avais fait un an de national, c'était bien. J'avais été adjoint pendant pas mal de temps. Je pensais qu'il était intéressant de passer un step, quoi. Et donc, je me retrouve à Amiens. Et ça se passe bien avec les dirigeants, même très bien. Par contre, on descend la dernière journée. On n'a jamais été relégable de l'année, on descend la dernière journée. Et j'ai des petits problèmes avec... c'est peut-être de là que j'ai eu un petit ressentiment, je dirais, envers certains journalistes, avec la presse locale. Parce qu'en fait, ce que je n'avais pas mesuré, c'est que la presse locale, avant que j'arrive, elle était en guerre avec le président de la société et le président de l'association. Okay. Et que par rapport à ça, ensuite, elle a été en guerre avec le manager général. Et vous, du coup... Parce que c'est eux qui l'avaient choisi. Ouais. Et comme c'est lui qui m'a choisi, forcément, à un moment donné, je suis vous mettent dans le même panier. Je suis un dommage collatéral. Ouais. En fait. Donc il y a une réunion un jour, le président, il y a un nouveau président qui arrive, donc ça se passe beaucoup mieux. Et le nouveau président dit voilà, on va organiser un petit déjeuner pour essayer de recoller les morceaux et tout ça. Et en fait, il y a les deux journalistes, donc un de la presse écrite et un de la presse, je ne sais pas comment on dit, la radio, quoi, en fait, radio. Voilà, sont là. Il y a le manager général qui est là, le président qui est là, et moi je suis là, tranquille. Il me dit Thierry, viens insister et tout ça. Et avant de commencer, le journaliste dit ouais, écoutez, moi je voudrais quand même vous dire que le manager général qui est là, pour moi, n'a aucune légitimité. Ok. Je dis bon, écoutez, vous savez quoi, je m'en vais. Bon, Thierry, qu'est-ce que tu fais ? Je m'en vais. Si le manager général qui m'a recruté, qui est là tous les jours pour faire fonctionner le club, il n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité, c'est pas un journaliste de dire ça déjà. D'accord ? C'est au président à savoir si son manager général a une légitimité ou pas. Donc, je m'en vais. Donc, j'ai quitté la salle. Donc là, forcément, c'est... Et de là... ça a empiré encore, voilà. Ouais. Et donc, à chaque fois, j'étais quoi ? Le magicien d'Oz qui cherchait des choses et tout ça. C'est des trucs hallucinants, quoi. Ouais. Et en fait, on n'a pas été trop chanceux dans le sens où le dernier match, l'avant-dernier match, on reçoit Guingamp. Si on gagne, on est sauvé. On mène 3-2, à la 93e, on prend un but. Donc déjà, ça te met un coup derrière la tête. Ouais. Dernier match, on va à Boulogne. Boulogne, s'ils gagnent, ils montent en Ligue 1. Et nous, il nous faut 1 point. Mais Boulogne, ils sont en pleine bourre, et s'ils gagnent, ils montent en Ligue 1. Ils nous mettent 4-0, ils montent en Ligue 1, et nous, on plonge.
Et là, il y a un petit retour sympa. On revient, on prend quelques bouteilles de coca à Boulogne dans le bus de la part des supporters amiénois. Et puis, j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de détachement, mais sur l'instant, c'était pas forcément agréable. Et on rentre en bus à Amiens, on arrive au stade de la Licorne, et il y a les gars de la sécurité qui sont là. Thierry, coach, on vous prend, venez. Je dis, j'ai ma voiture. Non, laissez la voiture, c'est pas grave, venez avec nous. Ils me prennent dans la voiture, ils sont 3, et ils m'apprennent que voilà, les supporters, et on dit qu'ils allaient passer chez moi et tout ça. Parce que j'habitais sur la route pour venir au centre-ville à Amiens. Quand arrivait l'autoroute, j'étais dans un lotissement à côté. Ok. Ils me ramènent chez moi, il y a une voiture devant nous. Non, il y a une voiture qui nous suivait, et ils disent, on est suivis. Bon, ok. Ils s'arrêtent, ils vont voir les mecs. C'était 2 de mes joueurs qui rentraient dans la résidence comme moi. Les 2 joueurs, c'était comme ça. Il y avait Nicolas Régnier, mon voisin. C'était mon voisin, ici à l'avant-centre. Et puis Fabrice Levrat, qui était un super mec aussi, pareil. Et, enfin, bon, passons. Ils me ramènent chez moi. Et ils me disent, bon voilà, de toute façon, il va y avoir un peu de sécurité là qui va venir et tout ça, vous inquiétez pas. Ok. Je rentre chez moi, ma femme est là, je dis, écoute, voilà, on m'a dit que, bon, passons. Seul coup, je me mets à la fenêtre, 2 fourgons de Tortue Ninja qui débarquent. Les mecs casqués, bandés de partout. 2 fourgons. Donc il y avait, je sais pas, peut-être 15 ou 20 mecs qui étaient là. Mais en Tortue Ninja, c'est-à-dire l'équipement comme le. Quand c'était pas les black blocs en face, c'est devant ma maison. Ok. Il y a une voiture qui s'arrête juste à côté. Le maître chien, il fait descendre son chien. Waouh, je dis c'est quoi cette histoire? Les flics qui se pointent, excusez-moi, la police qui se pointe. Voilà, monsieur Lauré, on a entendu que ici ou ça. Ok, bon je reste chez moi. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. Non. J'aurais bien proposé le café, mais c'était beaucoup quand même. Au bout de la rue, France 3 qui est en train de filmer. Ah non, mais un truc hallucinant. Hein. C'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Moi, je me suis dit, Amiens, c'est Marseille. Tu vois, ils se prennent pour Marseille. C'est pas possible. C'était un truc de fou, quoi. Et en fait, les mecs arrivent comme prévu. Le bus, ils font arrêter le bus, ils descendent. Et en fait, c'était le fils de ma voisine qui était avec eux, qui leur avait dit où j'habitais. Il a dit, mais chez où il habite, j'allais le massacrer. Ils arrêtent tout le monde, ils disent, demi-tour, vous rentrez chez vous, prenez vos clics et vos claques et vous repartez. Ok, pas de problème. Et lui, il est obligé de rentrer chez lui. Donc il passe devant moi. Et bien sûr, il fait un peu le malin. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ta mère m'a invité l'autre jour avec ma femme à manger, et c'est toi qui me plombes aujourd'hui, quoi. Un truc de fou. Le lendemain matin, réunion, et le nouveau président, il me dit, ouais, Thierry, alors, pour l'année prochaine, et c'est où ça? J'ai dit, attendez. Vous avez dormi cette nuit? Moi, j'ai pas dormi. Je vais vous dire franchement, j'ai pas dormi. Donc, on va laisser passer les 48 heures. C'était le vendredi soir, donc on va laisser passer les 48 heures. On se voit lundi matin. Puis lundi matin, on verra si la situation elle a évolué, avec un peu de recul et tout ça. Ça peut être intéressant quand même de prendre un peu de recul sur ça. Et en fait, le lendemain soir, rebelote. Le samedi, c'était le samedi. Je voyais des voitures de gendarmerie qui passaient sans cesse. Bon, ok. Et à un moment donné, je me mets dans la rue. Je dis que, on nous a dit de faire le tour à chaque fois, régulièrement, on vient. Parce qu'il peut toujours y avoir un problème. Ok, bon. J'étais dead or alive. Hein. Mais là, on sort vraiment du cadre du football. Il y avait une rançon sur ma tête et tout ça. Quoi. Et le dimanche, le maître chien qui se repointe, je dis, qu'est-ce que vous faites? En fait, on m'a dit, comme les policiers pouvaient pas, enfin la police ne pouvait pas faire le tour durant le dimanche, donc je viens ici. Oh, je dis, putain, ils lâchent rien, les gars. C'était sympa, attention. Hein, on me mettait dans les meilleurs. On voulait pas que j'ai de problème, quoi. Mais ça, tu te dis, comment je peux rester dans un club comme ça, quoi? C'est pas possible, quoi. Et quand c'était avéré, il y avait vraiment des gens qui vous cherchaient et tout. Bien sûr. Mais sauf que les Tortues Ninja, ils les ont attrapés, ils ont dit, allez, c'est bon. Ils voulaient vraiment découdre. Ils étaient quoi, 20? C'était des gamins. Mais des gamins qui avaient, je sais pas, 18, pour moi c'est des gamins, 18, 20, 18, 20, 25 peut-être. Ok. Voilà. Mais ils les ont dégagés. Mais heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon ils débarquent devant chez moi. Alors attention, c'est pas tellement le fait qu'ils débarquent devant chez moi, mais tous mes voisins. Et ils croyaient que j'avais tué quelqu'un. Ou qu'ils allaient faire une descente et que j'avais de la drogue ou des trucs comme ça, quoi.
Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je mangeais avec eux tranquillement, c'était super sympa et tout ça, des petits, et même c'était des gens d'un certain âge. Mais là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le coach? C'est pas possible, quoi. Un truc de fou. Alors qu'il avait juste perdu un match et... Il avait perdu un match, voilà. Le match qu'il fallait pas perdre, c'est vrai, j'avais perdu. Et donc, tout ça parce que ces jeunes avaient été remontés par la presse et par les réseaux, par ci, par ça, voilà. Vous ressentez vraiment l'impact de la presse? Ah oui, non. C'est à ce moment-là que dans votre tête, ça peut... Ah non, mais là, aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit, ça c'est une mauvaise... Mais je vais peut-être y revenir après, mais il y a eu encore un autre épisode après encore, donc c'est pour ça que c'est... Ah, bien toujours? Non, après. Mais par rapport à la presse picarde. Okay. Et donc en fait, le lundi matin, on s'était donné rendez-vous avec le président. Il me dit, voilà Thierry, j'ai un peu réfléchi. Je dis, c'est bon, vous cassez pas la tête. Vous prenez un papier rectangulaire, voilà, vous faites une signature en bas à droite, et puis c'est bon, c'est terminé. Voilà, c'est tout, on va pas se prendre la tête. Comment voulez-vous que je reste et comment voulez-vous, vous, me garder? C'est impossible. Parce qu'il aurait aimé me garder, parce qu'on avait, on avait un bon contact tous les deux. Mais lui, il était arrivé en février, je pense. C'est d'ailleurs toujours le président actuel, Bernard Joannin, qui est très sympathique et tout ça. Mais je dis, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On peut pas. Donc je suis parti, on s'est mis d'accord. Et puis ça a été vite fait, quoi. Voilà. Donc l'aventure coach avec Amiens, elle prend fin quand même assez rapidement. Ouais, et elle me coûte cher parce qu'en fait, je pense que quand les décideurs du football français, je parle dans les clubs, hein, quand tu descends avec une équipe, on ne regarde pas forcément comment les choses se sont passées. On regarde surtout le fait que tu as pris une équipe en Ligue 2 et tu es descendu. Et ça coûte cher, quoi. Voilà. Alors je ne veux pas dire qu'on te le fait payer, mais il y a toujours un peu de réticence forcément par rapport à la personne qui était à la tête de l'équipe, quoi. Et pourtant, encore une fois, ça s'est super bien passé avec les dirigeants, ça s'est très bien passé avec le manager général pour qui j'ai une estime, qui est décédé malheureusement, mais pour qui j'avais une estime vraiment très importante. Mais voilà, c'est comme ça fait partie du truc. Donc après, on se construit aussi au travers de ça. Donc tout n'est pas négatif. Oui. Mais par contre, quand ça te tombe dessus, tu prends un coup derrière la tête, quoi. Voilà, tu te dis, ouh, ça va être compliqué, quoi. Et donc là, pendant 21 mois, je suis au chômage. J'ai des touches à droite, à gauche, mais... Petite période de doute quand même ou pas? Ah oui, forcément. Et on se dit, on arrête tout? Tu l'envisages, parce que tu vas arriver en fin de droit bientôt. Tu commences un peu à te poser des questions quand même. Tu as une femme, tu as des enfants, donc il faut penser aussi au truc. Et puis, il y a un truc qui me tombe dessus, c'est Saint-Étienne cherche un recruteur. Voilà, ils n'ont pas de cellule de recrutement pour les professionnels. Donc, ils cherchent quelqu'un, enfin, ils ont plus, il y a quelqu'un qui est parti et ils n'ont plus. Donc, mes agents me disent, Thierry, écoute, est-ce que ça peut t'intéresser? Super. Génial. Donc, je rencontre Roland Romeillet, ça se passe très très bien. Stéphane Tessier, qui est aujourd'hui président, actionnaire à Clermont, qui était à Marseille aussi, et qui était directeur général, directeur financier à Saint-Étienne, et ça se passe bien. Donc, je loge à l'ETRA, au centre d'entraînement de l'ETRA, parce que je suis sur les routes du matin au soir et du lundi au dimanche, quoi. Donc tu es obligé de te manger des matchs, hein. Tu t'envoies un à midi aux Pays-Bas, puis tu en as un autre à 14h30 ou 15h aux Pays-Bas, et puis sur la route en descendant, tu en as un en Belgique à 20h. Voilà, tu vas voir et tu essaies de trouver des joueurs. Et puis bon, ça me plaît. Je fais beaucoup de kilomètres. Alors après, c'est un peu plus un sacrifice par rapport à la famille, parce que quelquefois, je ne vois pas la famille pendant 3 semaines. Mais bon, c'est le principe. Quelquefois, j'emmène ma femme voir un match. Voilà, donc c'est pas non plus ce qui est passionnant dans la relation. Qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là? C'est pareil, on a vu... Ah non, mais là, moi, je suis plus en tant qu'entraîneur. Je suis vraiment dans le truc... Recruteur. Non, mais... Pardon, ma question, c'était... Vous recrutez un profil spécifique pour les clubs? Alors, non. Et en tout cas pour Saint-Étienne. Moi, je travaille en relation avec Christophe Galtier, qui est l'entraîneur principal. Ok. Et Christophe, la chance que j'ai, c'est que déjà, il a accepté que je vienne comme recruteur. Ok. Mais j'ai joué avec lui à Marseille, on a de bonnes relations. Franchement, on a toujours été corrects l'un par rapport à l'autre. Et donc, en fait, Christophe, moi, chaque fois que je reviens à Saint-Étienne, je le vois, parce qu'en fait, Christophe, il valide mes voyages. C'est lui qui valide mes voyages, dans le sens où
je vais voir un match et je lui explique pourquoi je vais voir ce match-là. Ce match-là, pourquoi je vais le voir. Celui-là, bah écoute, sur la route, entre ça qui est important et ça qui est important, il y a un match là, je peux aller le voir, toi, ça ne te dérange pas? Non, hop, voilà. Et après, lui, il signe ma feuille de route, et moi, après, je trace et je vais voir le truc. Et quand je reviens, je lui fais un retour. Ce match-là, voilà, j'ai vu tel joueur, c'est intéressant, j'ai vu tel joueur, ça peut être intéressant. Celui-là, il est en fin de contrat, ça peut être intéressant aussi. Enfin, voilà, c'est tout cet ensemble de choses, quoi. D'accord. Tu travailles. Alors après, au quotidien, j'étais avec Dominique Rocheteau, qui était à l'époque, je ne sais pas, on ne peut pas dire directeur sportif, parce que je ne pense pas qu'il avait le titre de directeur sportif, mais qui était dans l'organigramme avec Roland Romeillet. Et Dominique me passait des tas de dossiers, et je passais mon temps, comme aujourd'hui, hein, tu regardes sur vidéo, les mecs. Si ça te paraît intéressant, tu prends la voiture, tu vas voir, ou tu prends l'avion, tu vas voir, ou tu prends le train et tu vas voir. J'ai passé 9 mois, 10 mois à Saint-Étienne. Par contre, j'ai discuté beaucoup au téléphone, mais je n'ai jamais vu comme ça, de visu, Bernard Cayazo. Parce que lui, il était sur Paris, et lui, il venait au match. Et moi, je n'étais jamais au match à Saint-Étienne, parce que j'étais toujours à droite, à gauche pour voir des joueurs et essayer de faire le recrutement pour l'équipe. Et donc, on va parler un peu de la vidéo et des fameux data en tant qu'entraîneur. Là, déjà, en tant que recruteur, ça la vidéo et les data, c'est quand même deux choses différentes. La vidéo, c'était la première approche, c'est vidéo ou montage vidéo. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver un profil qui peut nous intéresser et tout ça? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait moins gaffe à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une corrélation avec les data. Voilà. Et ce qui est embêtant, c'est que je trouve que, c'est un ressenti, hein, mais je ne sais pas si je détiens la vérité là-dessus, mais que les datas prennent le dessus sur l'impression qu'on peut avoir en tant que footballeur. J'ai été entraîneur, j'ai dû me décider. C'est pour ça que votre parole est quand même importante. J'ai dû me décider sur certains profils. Je n'avais pas forcément les datas à côté, et on a pris des joueurs et on en était largement satisfait. Voilà, donc il n'y a pas forcément. Aujourd'hui, voilà, les datas, c'est un outil qui est intéressant, tout dépend comment on les utilise. Si c'est pour savoir que le mec il a fait 12 centres par match, mais il faut savoir comment il en a réussi surtout. Puis savoir combien de fois il y a eu des actions dangereuses. Puis je prends un exemple, je prends l'exemple des centres. Voilà, le gars il a couru 12 km par match, super. Il ne manquerait plus qu'il ne court pas. Je lui file 50 000 € par mois. Et il ne court pas. Vous rigolez ou quoi? C'est une blague. Aujourd'hui, c'est une qualité de courir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on me dise sa qualité première, il court. Non. C'est bien, il court, c'est bien. Mais heureusement. Pour jouer au football, c'est pas la qualité première, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Je préfère un mec qui court 2 fois moins, mais qui récupère plus de ballons. Voilà, ça veut dire que le mec, il est une. Mais ça, c'est c'est le coach qui parle là. Oui, mais le coach, il est en relation avec son recruteur. Il est en relation avec son directeur sportif. Il est en relation avec tous les scouts. D'accord. Moi, les scouts, je me rappelle, par exemple à Strasbourg, Loïc, qui était directeur sportif, qui était responsable du recrutement à l'époque, de temps en temps, il y avait des réunions avec les scouts. Mais je venais. Bonjour, comment ça va ici, ça, bam, 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 bam. Bon, tel joueur. Voilà, moi, je préfère ce profil-là. Et eux, ils savent, après, aller. Déjà, parce que Loïc, en tant que responsable de recrutement, a discuté avec moi en amont. Donc, forcément, tout le monde est au courant. Mais moi, je leur confirme que voilà, c'est plutôt ce profil-là que je préfère à celui-là, par exemple. Voilà. C'est un truc. Oui, après, les datas, encore une fois, je ne suis pas contre les datas. Oui. Je dis simplement, on peut leur faire dire n'importe quoi aux datas. C'est ça le problème. Donc, et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui me fait sourire, il y a beaucoup d'entraîneurs actuels qui viennent de l'étranger en particulier. J'ai rien contre l'étranger. N'y voyez aucune connotation, d'accord? Mais qui ont commencé comme responsable, analyste vidéo ou responsable des data. Et petit à petit, ils sont devenus adjoints, puis et maintenant ils sont entraîneurs numéro 1. Fantastique. Mais le football là-dedans, il est où? Parce que moi, c'est facile de dire, voilà, on va faire jouer un pressing, on va faire ci, on va faire ça. Ouais, ok, y a pas de problème. Mais une fois, je me rappelle, il y a un de mes collègues,
pour qui j'ai beaucoup de considération, il avait fait une petite erreur de communication. Il avait signé à Reims, il avait dit on va jouer un football champagne. Ouais, mais 4 mois après, il était viré. Quand tu peux faire des chèques à 70 millions, tu prends les joueurs que tu veux, donc tu peux jouer comme tu veux. Mais quand on dit on a 500 000 pour recruter, c'est pas la même histoire. Donc tu es obligé d'avoir des joueurs qui ont peut-être certaines lacunes. Et ces certaines lacunes, toi, il faut que qu'on ne puisse pas les voir, en fait. Il faut que tu arrives à masquer tout ça. Donc, attention, c'est notre métier, c'est pas catastrophique. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas, n'y a pas qu'un plan A. Tu as un plan A, tu peux avoir un plan B, et voire même un plan C. Et en fonction de ce qui se passe, tu prends 2 ou 3 mecs, et il y en a un qui est suspendu, 2 qui sont blessés, et c'est les mecs qui tiennent la baraque. Tu vas jouer de la même façon? Attention, oui. Tu peux me dire, oui, je joue de la même façon, pas de problème. Mais attention. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, on va changer la façon de faire, quoi que ce soit. Ok. Mais chacun est libre d'avoir ses idées. Bien sûr. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Mais par contre, il faut que tu saches une chose, c'est que tu dois des résultats. Tu dois des résultats à ton club, tu dois des résultats à tes supporters, tu dois des résultats à tes actionnaires, tu dois des résultats à tout le monde. Okay. Donc quand tu es là, c'est pas pour... C'est pour ça que jouer le football champagne, c'est une petite erreur de communication, mais ça arrive. Faut faire attention à tout ce qu'on dit. Parce que, quelquefois, c'est un boomerang. Tu le prends dans la tête. D'accord. Et souvent, pas longtemps après. J'ai rien contre la volonté, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, mais bon. Je n'ai rien contre la volonté de repartir de derrière et de vouloir construire quelque chose. Donc ça, c'est louable. Pour autant, tu n'as pas toujours les joueurs capables d'avoir cette maîtrise. Oui. Parce que s'il suffit de regarder Arsenal, le PSG, le Bayern de Munich, oui, c'est 3 équipes qui sont là-haut, et toi, tu es sous la table. Tu es peut-être même à la cave. Donc, comment tu fais? Okay. Non, mais comment tu fais? Ouais. C'est quelque chose... C'est là où il faut être lucide. Ouais. C'est là où il faut faire avec les moyens qu'on a. Voilà, c'est tout. Tu es en championnat de Ligue 1, tu sais que, par exemple, Strasbourg était monté de National en Ligue 2. National, Strasbourg, largement au-dessus. Mais il va y revenir, parce que on va y revenir à ça. Largement au-dessus. Tu arrives en Ligue 2. Déjà, c'est plus la même histoire. Mais il n'y a pas un gros delta. Par contre, tu montes de Ligue 2 en Ligue 1 direct. En gros, ça veut dire que tu es champion de National, et 1 an après, tu es balancé dans la machine à laver de la Ligue 1. Tu as des joueurs qui sont passés en 1 an, National, Ligue 1. Oh. Il y en a pour qui ça peut se faire, et puis il y en a avec qui ça ne peut pas se faire. Voilà. Et donc c'est ça le truc, c'est d'arriver à trouver... et encore, hein, je trouve que j'ai eu une certaine chance dans les clubs où je suis passé, parce qu'on a réussi à faire... même quand ça ne s'est pas passé avec Ajaccio, par exemple, on est descendu à la fin de l'année, mais on a fait des choses qui étaient cohérentes malgré tout, donc ça va encore. Mais c'est pas évident. Et pour les gens, ça semble évident. Mais non, c'est pas évident. Et aujourd'hui, le foot est en train d'évoluer d'une certaine façon, qui moi me plaît, parce que j'adore regarder les matchs aujourd'hui, mais tout le monde ne peut pas tout le monde peut le tenter, mais peu de monde peut le réaliser. Voilà, c'est un peu ça. Et on s'aperçoit, moi j'ai encore vu l'autre jour, malheureusement pour lui c'est un gamin, mais le petit de Nantes qui fait perdre son équipe à la 95e, je suis désolé de dire qu'il fait perdre, mais il fait une erreur de relance dans les pieds de l'avant-centre dans la surface de réparation, donc je suis désolé. Donc, et Nantes perd là-dessus. Et qu'est-ce que tu vois la semaine qui suit? C'est l'entraîneur qui est en danger. C'est une blague. L'entraîneur a une responsabilité. Mais est-ce que c'est lui qui lui a dit de relancer au milieu Quand tu es à la 95e, tu prends un point à Laval, c'est pas grave, prends un point. Et c'est là aujourd'hui où moi je mets certaines barrières à cette volonté de vouloir jouer, c'est qu'il y a heureusement de plus en plus d'équipes qui sont capables de le faire, mais pour autant, toutes les équipes ne sont pas capables de le faire. Donc, il ne s'agit pas à chaque fois de taper un 6 mètres, mais on s'aperçoit par exemple que le PSG
Combien de fois vous voyez Safonov dégager sur le côté. sur le Vara? Il le fait régulièrement. C'est tout. Donc ça veut dire que quand ils sentent qu'ils peuvent sortir le ballon, ils le font, mais ils ne s'entêtent pas à le faire. C'est ça le truc. Ils ne s'entêtent pas à le faire. Moi, je comprends pas que. Pourtant, quand tu as joué au football, tu connais toutes ces périodes. Même quand tu domines un match, tu sais qu'à tout moment, tu peux avoir des difficultés. Voilà, par exemple, tout à l'heure, on parlait du match de Marseille. Tu mènes 4-0. Aujourd'hui, tu mènes 4-0, tu te dis, bah, c'est bon, c'est tranquille. À la 92e, tu perds 5-4. Là, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai compris. Si ça ne m'était pas arrivé, peut-être que je serais un peu plus. Tu vois. Mais comme ça m'est arrivé, je sais que suivant les matchs, ça peut t'arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut faire attention. C'est simplement ça. Donc, il suffit d'avoir un peu de connaissances, un peu d'expérience. Et puis, pour autant, tu n'as pas à trembler. Tu dois jouer. Mais tu joues avec certaines certitudes. Tu cherches à faire les choses de manière cohérente. Il ne faut pas non plus tenter le diable. Et avant, vous ne le voyiez pas ça avant cette expérience? Ah non, mais moi, après, non, la seule chose, c'est que ça m'a fait voir. J'allais beaucoup à l'étranger, donc j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait les Pays-Bas, l'Angleterre pour aller chercher Axel Gradel, par exemple. On est allé chercher Banel, j'ai plus son nom, le capitaine du Steaua Bucarest, qui est venu à Saint-Étienne. Voilà. Donc, tu vois des championnats différents. Ouais. Et au travers de ces matchs-là, tu engranges une certaine expérience. Voilà, tu vois. D'accord. J'ai vu des choses un peu marrantes. Par exemple, aux Pays-Bas, c'était l'AZ Alkmaar, qui est comme un grand club. L'entraîneur se mettait au milieu, dans le rond central, à la fin de l'échauffement. Il était en costard, avec les moulets, et il faisait un dernier, j'aurais appelé ça un petit coup de feu à ses joueurs pour que tout le monde soit motivé autour de lui avant le match. Et c'est une équipe qui cette année-là, qui avait très bien fonctionné. Je crois qu'ils sont champions ou vice-champions, un truc comme ça. Mais voilà, tu vois et tu vois un truc comme ça, et tu te dis, tiens, c'est vrai que ça, je vois pas ça en France. Alors, tu n'es pas obligé d'être en costard avec les moulets, hein, mais ce petit truc-là, je me dis, tiens, c'est l'entraîneur principal qui fait ça. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi, toi? Donc, tu te nourris un peu de ça. Tu cherches à creuser un peu pour voir si ça peut être adaptable en France et ce que ça peut apporter, surtout. Premier match à Lyon. Je préviens les mecs avant, je dis attention les gars, on va à Lyon. À Lyon, c'était l'équipe qui était comme ça quand même. Je dis, on ne vient pas pour faire du tourisme. Ok. Je rentre sur le terrain avant le match, ils étaient tous en train de faire des selfies. Tous sur tout le terrain. L'autre devant le coop et tout ça. Ok, 4-0. Donc à la fin du match, c'était du petit lait, je buvais du petit lait. Je dis voilà, n'oubliez pas de montrer les selfies à votre famille. Hein. Mais vous aurez dû prendre le score à la fin du match aussi. Nous, on veut que les mecs parlent. Si le mec il a un problème à la maison, c'est quand même bien que l'entraîneur soit au courant. Parce que je ne vais pas pulvériser un mec que sa femme vient de balancer, par exemple. Je veux dire, tu vois, c'est malvenu.